Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer ce colloque en ligne. On va laisser la parole dans un premier temps à Isabelle Lombardo, qui elle sera en vidéo. Il y a un écran que vous allez voir s'allumer. Je vais le pointer avec un faisceau, peut-être que vous le voyez. Euh, je l'envoie. Nous avons traversé Et on la l'écran. remet, hein. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour discuter au cœur d'une image, à l'endroit d'une autre réalité. Tels des céphalopodes, poulpes, sèches, pieuvres, calmars et autres mollusques apparentés, tous dotés de capacités cognitives leur permettant, sur commande, de changer de forme, de couleur, de motif, de texture en quelques millisecondes, nous avons également changé d'apparence. Nous sommes passés en mode camouflage et avons revêtu la peau d'un avatar. Nous ne pourrons pas le percevoir tout à fait, mais il nous permettra de flotter dans ces nouveaux espaces, de naviguer dans cet autre monde. Dans ces environnements que Philippe Cadic avait si bien imaginés, dans ces mondes parallèles que nous allons explorer à sa manière, c'est-à-dire sans bouger de nos lieux familiers, sans quitter notre logis. Alors, puisque les machines se sont endormies, sur la pointe de nos pattes virtuelles, il nous est permis de pousser les portes de leur demeure et de projeter nos esprits vers leurs préoccupations esthétiques et désirs poétiques. Ces lieux ont été imaginés par les enseignants responsables de ce colloque, qui ont conduit ce projet avec une implication totale, et j'en témoigne, une passion dévorante. Un grand merci aux intervenants pour avoir accepté de jouer le jeu. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon colloque. Voilà, les intervenants, bah, on va les présenter au fur et à mesure. Je vais peut-être laisser la parole à Ondine. Ondine, tu es prête? Voilà. Donc, Bon, bonjour je à laisse la tous. parole à Ondine, à tout à l'heure. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vais d'abord voilà, vous souhaiter à mon tour la bienvenue dans ce colloque qui est un petit peu nouveau dans sa forme. Et pour faire varier un peu les plaisirs, je vais vous demander de vous déplacer, non pas dans l'espace, mais dans le temps, et d'imaginer que vous vous retrouvez en 1675 à Versailles, enfin au moment où Versailles est encore en chantier, mais quand l'Académie des sciences existe. Et là, vous assistez à un homme a imaginé une fête absolument gigantesque qui vous donne le tournis, car toutes les inventions du siècle, ils sont présentés, ils sont montrés. Alors, je pense aux lanternes magiques, aux machines optiques et aux autres curiosités qui font apparaître des dragons, Circé la magicienne, les astres, les enfers et toutes sortes de choses extraordinaires. Alors cet homme, en fait, s'appelle Leibniz et on dit qu'il aurait inventé avec Pascal le calcul binaire et la méthode combinatoire. Et surtout qu'il aurait proposé un monde très particulier, puisque dans ce monde, tout ce qui existe est calculé par une intelligence supérieure, une raison universelle qui voit tout de tous les points de vue possibles. Et surtout dans ce monde, chaque entité, vous, moi, Damien, enfin tous ceux qui sont là aujourd'hui, chaque entité percevante est reliée, connectée à l'autre, mais en même temps enfermée dans sa propre bulle, dans sa propre caserne, dans ce que Leibniz appelle sa propre monade. Et donc Leibniz aurait inventé avant tout le monde au XVIIIe siècle le principe de l'Internet. Alors cette exposition extraordinaire, bien sûr, elle n'a jamais existé, elle figure seulement dans une lettre qu'il a écrite et qu'on a mis dans la salle de conservation, puisqu'on a créé pour vous une salle dans laquelle vous allez pouvoir retrouver un ensemble de médias. Et elle s'appelle Drôle de pensée, touchant une nouvelle forme de représentation. Alors, j'ai l'impression que certains ne m'entendent pas. Je vais faire une pause. Je continue. Donc, c'était notre première étape. On était donc en 1675. Deuxième étape, vous êtes en 1985. Le Centre Pompidou existe depuis 7 ans déjà, avec son centre de création industrielle. Et 2 hommes ont été sollicités pour concevoir une exposition archipel, une exposition inventaire,
sans simèse au sens premier du terme, ni médiateur, car les visiteurs vont y déambuler dans leur solitude, équipés d'un casque audio, dans lequel ils vont entendre de très beaux commentaires sur la matrice, sur la matière, sur les matériaux et sur le matériel. Et ces deux hommes s'appellent en fait Thierry Chaput et Jean-François Lyotard, et ils veulent questionner le rôle des technologies dans la société des flux et leur incidence surtout sur ce qu'on appelle la condition postmoderne. Cette complexité, là je reprends les termes de Lyotard lui-même, cette complexité presque inhumaine. Alors cette exposition, contrairement à celle de Leibniz, a bien existé et en fait elle s'appelle Les immatériaux. Et en imaginant que vous ayez pu vous y rendre, vous y auriez vu des œuvres d'art bien évidemment, mais aussi des documents scientifiques. Et vous seriez sorti de tout ça un petit peu abasourdi, comme traversé par toutes sortes de formes, mais bien sûr toutes formes d'idées aussi. Alors voilà pour votre deuxième étape. Et puis je termine avec la troisième. Donc plus récemment, vous êtes en 2020. Vous vous trouvez encore une fois à Paris, devant le musée du jeu de paume, ce musée qui, à l'origine, a été conçu pour une activité ludique. Familier du monde des images, un homme a conçu une exposition qui, encore une fois, va vous donner le vertige, mais cette fois-ci, le vertige qui est celui qui vous procure les chiffres. 3 milliards d'images échangées, 3 milliards d'images échangées chaque jour en 2015 sur les réseaux sociaux. Des images, donc, il faut absolument dévoiler l'envers, comme le disait Hannah Arendt au sujet de la technique, c'est-à-dire dont il faut parler, mais aussi à travers les infrastructures qui leur correspondent, donc c'est les serveurs, les câbles, et aussi le travail de ceux qui, à côté des algorithmes, j'ai envie de dire, usent leurs yeux pour parfois les effacer du net. Donc cet homme qui a imaginé cette exposition, c'est Peter Zendy. Il souhaite, avec Emmanuel Aloa et Mata Ponsa, parler de ce qu'il appelle l'iconomie. Et cette exposition, vous en doutez, elle s'appelle le supermarché des images. Et vous y auriez vu des œuvres d'artistes qui questionnent donc cet espace mondialisé à 100% tenu par l'image. Alors, c'est votre dernière étape. Et si je cite ces trois expositions, donc ces 3 temps, c'est parce que je crois que le colloque va d'une certaine manière s'inscrire entre ces 3 piliers. Ce colloque qui se veut un hommage à Bernard Stiegler, voilà, dont Damien va vous parler tout au long de ces 2 journées. Alors, de quoi allons-nous nous discuter pendant cet après-midi et cette matinée? Eh bien, vous l'avez compris en regardant le programme, de la poétique et de l'esthétique du digital, pour aller vite, de ce que le monde digital fait au monde et ce que le monde en retour lui fait. Et quand je dis le monde en retour lui fait, c'est bien sûr celui des artistes qui usent de ces outils, de ces procédés et qui même en abusent, je pourrais dire. Voilà, alors moi je vous quitte sur ces petits mots, je vais céder la parole à Mathieu et je vous retrouve avec Elsa Boyer dans très peu de temps. À tout de suite. Merci Andine. Et bonjour à tout le monde et encore une fois bienvenue. J'espère que vous m'entendez bien pour la plupart. Aujourd'hui et demain, nous allons avoir l'occasion d'écouter des artistes-chercheurs pour qui le digital occupe une place considérable, voire essentielle dans leur processus de création. Nous découvrirons la signification de leur collaboration avec des scientifiques, des chercheurs, des savants, les sources philosophiques qui fondent leur travail, qui nourrit leur pratique, les systèmes adoptés ou inventés afin de pouvoir nous présenter leurs œuvres de la façon la plus pertinente. Nous écouterons aussi des penseurs qui nous guideront dans une réflexion sur le passage de la technique à la télétechnologie et qui nous éclaireront sur les notions d'outils, de fonctions, de fonctionnalité, voire de fictionnalité associées aux questions de la création, de la perception et de l'imagination. Alors nous tenions, Ondine, Damien et moi-même, ainsi que l'ensemble du pavillon Bosio, à remercier les artistes, les chercheurs, les théoriciens et les philosophes qui ont bien voulu se prêter au jeu, qui ont accepté de venir nous présenter leurs idées, leurs recherches et leurs travaux sous la forme d'avatars colorés comme vous, évoluant sur des plateformes flottantes. Et ainsi, nous sommes ravis d'accueillir cet après-midi, et dans l'ordre, Elsa Boyer, Paul de Vautour,
Aram Bartol, Marie-Ève Levasseur et Yuri Suzuki. Et demain matin, Elena Rossoni-Notter, Quentin Destieux, Maria Barthélémy et René Sultra, et ensuite Grégory Chatonsky. Alors, au vu des conditions peu communes dans lesquelles se déroule ce colloque, nous avons tenu à regrouper les interventions en 2 demi-journées, donc cet après-midi et demain matin, et à vous proposer des temps de discussion, de conversation avec chacun des intervenants, comme vous l'a dit Damien, demain à 14 h, puis à 15 h. Vous pourrez en profiter pour leur poser vos questions, leur soumettre vos réflexions, échanger vos idées. Et c'est un moment d'échange rare et d'autant plus appréciable qu'il est pour sûr la seule résultante finalement bénéfique de la situation sanitaire actuelle. Après chaque conférence, et afin que personne ne se perde, nous vous inviterons à utiliser une porte de sortie, qui aura littéralement une forme de porte sur laquelle il faudra cliquer, qui vous mènera à l'espace virtuel suivant, et donc à la conférence suivante. Nous pourrons, de plus, le faire apparaître ce lien comme objet cliquable dans l'espace, mais vous le recevrez aussi par email, et il sera enfin ajouté dans la discussion du canal Colloque 2020 dans Teams. Les espaces virtuels, comme vous avez pu le voir, ont un nombre de participants maximum. Et il se peut donc que vous ne parveniez pas à y entrer. Vous pouvez tout suivre du lobby, normalement on entend bien, et interagir avec nous via le chat. Et je répète ce que Damien vous a dit tout à l'heure, si le temps le permet, à la fin de chaque conférence, on essaiera de poser vos questions les plus pertinentes aux invités. Mais gardez à l'esprit qu'il y a vraiment un temps dédié aux échanges qui est le jeudi après-midi. Donc notez vos idées ou vos questions si vous voulez en reparler avec les artistes, philosophes et penseurs jeudi. Une dernière chose, cet après-midi, il y a 2 conférences qui seront en anglais, celle d'Aram Bartol et celle de Yuri Suzuki. Alors, vous le devinez, il n'y aura pas de traduction en direct, ni de sous-titrage, mais l'anglais n'étant pas leur langue maternelle, comme la plupart d'entre nous, et ayant déjà discuté avec eux, vous n'aurez pas, selon moi, de difficulté à les comprendre. Voilà, je vous souhaite donc un excellent colloque et je vous propose de nous suivre dans l'espace immatériel qui accueille Elsa Boyer. Donc là, je vais coller un lien dans le chat. Vous pouvez directement cliquer dessus et y aller. Gail lance le psychothèque, assise au bord du canapé vert, pour que son dos ne s'enlise pas dans le dossier. Elle reste raide, muscles prêts, vert, couleur des émotions égales, teinte, modèle et tissu recommandé par le programme thérapeute. Une recommandation sans faille, calculée à partir des données qu'ont fournies les séances et qui devrait leur permettre de réaliser des avancées absolument significatives. Elle a ignoré pendant des semaines le mail et le lien vers le site du fournisseur. Une entreprise partenaire du programme. Chaque jour, il clignotait, urgent, apparaissait en première position l'exposition grasse, a disparu dès qu'elle a commandé le canapé. Elle pose les mains à plat sur ses genoux, mime l'effort pour défaire les tensions, comme le réclame le programme. Un visage neutre et hautement compréhensif s'affiche devant les yeux et elle ne voit plus que lui, chacun de ses traits qu'il approuve déjà. Tout son être accepté au maximum. L'interface rappelle qu'elle appartient à la dernière génération, conçue par les meilleurs informaticiens et ingénieurs du cerveau, puis lui demande quelle émotion elle souhaite travailler et si elle veut tester sa résidence au négatif ou renforcer le conditionnement positif, car il suffit de créer des boucles. Voilà, je viens de lire un extrait de l'ouvrage d'Elsa Boyer, qui est auprès de nous, qui s'appelle Voilà, voilà. Elsa, c'est votre 6e roman aux éditions POL, car vous êtes écrivaine, en plus d'être philosophe.
Je vous avais moi-même entendu parler du phénomène d'immersion que produit tout ou partie le jeu vidéo en 2007 dans le cadre du festival Movimenta. Et c'était, je crois, 2 ans après la sortie de votre ouvrage Le conflit des perceptions, un ouvrage extrêmement puissant, fécond sur le plan philosophique, puisqu'on y croise aussi bien Jacques Derrida que Stigler, Husserl aussi. Un ouvrage, en tout cas, qui nous aide à comprendre comment la perception elle-même, cette perception que vous appelez artificielle. Alors, je crois que chez mon micro, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a été coupé. Donc, je ne sais pas à quel moment j'ai 3 phrases avant. Alors, je ne sais pas si on m'a dit, Esa, je m'adressais à vous, dire, vous connaissez bien les écoles d'art. Voilà, puisque vous avez enseigné donc à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, et aujourd'hui vous enseignez à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, où vous êtes chargé donc de la théorie des médias, des humanités numériques et des questions d'écriture, et surtout le plus important, donc vous allez nous parler de ce que signifie percevoir en milieu numérique, en vous appuyant, donc je disais, comme vous savez si bien le faire, sur des points de théorie, mais aussi en éclairant votre propos avec 2 œuvres plutôt contrastées d'artistes. Je vous cède la parole, Elsa. Merci beaucoup d'être parmi nous, d'avoir accepté de participer au colloque.